On va continuer par parler de la disparition de Hissène Habré avec nos chers invités, Dimas Dukodo, directeur de publication de Forum de la Semaine, et Pasteur Edo Communes, président du mouvement Martin Luther King. Dimas Dukodo, comme on le disait, Hissène Habré est parti. Qu'est-ce qu'on peut retenir au plus profond de l'homme sur la politique tchadienne, sur la vie politique africaine et de l'homme? De l'homme, on peut retenir premièrement que c'est un ancien chef d'État. Il a été chef d'État. Donc, il a incarné quand même la plus haute fonction de l'État tchadien. Et donc, tout le monde va s'incliner devant lui. Ouais, ça quand bien même on peut reprocher un certain nombre de choses à sa gouvernance. Moi, parmi les chefs d'accusation, il y a crime contre l'humanité, esclavage, trafic de tout genre et autres. Ce qui m'a fait un tout petit peu rire, c'est le vol. Parce que ça a été retenu contre lui aussi comme chef d'accusation. Ouais. Vol. Alors qu'il avait tout. Comment un chef d'État peut voler? Bon, voler, je ne sais pas. Voler en quelle corruption? Je ne sais pas. On n'a même pas parlé de corruption. Crime économique. Bon. Non, parlons de crime économique, détournement, crime économique. Tout ça, là, mais il y a vol. C'est chef d'accusation. La volé qui? Voilà. La volé l'État? Je ne sais pas. Là, on peut parler aussi de détournement et autres. Les deniers publics et crime économique. C'est la soustraction frauduleuse d'objets d'autrui. Alors, c'est ça le vol, non? Bien. Oui. Bon, maintenant, je ne sais pas, mais ce qu'on peut retenir de lui, c'est que il a su résister à la communauté internationale, du moins sur des droits de l'homme, et il a été jugé par une juridiction d'exception, c'est-à-dire une juridiction créée spécialement pour lui. Et en Afrique. Et en Afrique. Une juridiction créée spécialement pour lui. Parce que le Sénégal ne voulait pas lâcher prise. L'extrader, voilà. Le Sénégal ne voulait pas l'extrader, mais il va falloir avoir une juridiction qui se déclare compétente pour pouvoir le juger. Et le Sénégal a fait le boulot. Avec l'appui des autres Africains. Oui, d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, quel sort lui sera réservé? Je parle de ça, mais moi, au niveau du Tchad. Est-ce qu'on va lui rendre hommage de façon officielle? Je pense que quel que soit ce qu'on lui reproche, on doit le faire. Vous pensez que la voie est ouverte parce que son prédécesseur, Idriss Déby Itno, est aussi décédé. Donc, si le fils le veut, il peut on doit le faire. Vous savez, quand une personne décède, c'est la dimension biologique qui entre en jeu. Et là, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline. Il n'est plus vivant pour se défendre. Et c'est pour ça qu'on dit, la personne passe l'arme à gauche. Il ne peut plus se défendre. Et là, tout ce qu'on peut faire, c'est de retenir les bonnes choses. On ne peut pas dire qu'il n'a fait que de mauvaises choses. On ne peut que retenir les bonnes choses et lui rendre un hommage sur le plan national. Sur le plan national. Je sais que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme et des victimes ne seront pas d'accord avec moi, mais on ne peut pas, d'une claquette de main comme ça de doigts, effacer toute une histoire. Balayer sa mémoire. Toute une histoire du Tchad. Alors, une partie de cette histoire, politiquement, est écrite par Hissène Habré. Quoi qu'on dise, il a été un chef d'État. Premier ministre, chef d'État. C'est quelqu'un qui c'est quand même un homme d'État. Il a pesé. Ouais, c'est quand même un homme d'État. On est obligé de lui rendre cet hommage-là. On a vu Hissène Habré, comme on le disait aussi, qui a résisté face aux Occidentaux. Cela lui a coûté aussi cher à un moment donné. Oui, la fin de tous ceux qui résistent à l'Occident est dramatique, est tragique. Quand vous êtes africain et vous voulez, c'est tous les Africains, quand vous voulez résister à l'Occident, votre fin est tragique. Et le coup d'État
Idriss Déby a été monté de toutes pièces, a été monté par l'Occident pour pouvoir en finir avec Hissène Habré. Qui lui reproche d'avoir tué un Français. Voilà, lui reproche d'avoir tué un Français. Donc, il faut lui rendre la monnaie comme cela a été déclaré. Bon, donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, il a été un ancien chef d'État, un ancien président de la République tchadienne. Et c'est normal quand même, compte tenu des fonctions qu'il a exercées, qu'on lui rende un hommage. Il n'a pas fait que du mal, comme Dimanche l'a dit, il a fait du bien. Il faut retenir ce bien-là. Et donc, on attend des autorités de N'Djamena, de nouvelles autorités de N'Djamena, les jours à venir, leur décision. Est-ce qu'il y aura un deuil national, va rendre hommage? Bon, son corps va-t-il être rapatrié au Tchad? Avec Covid, je pense pas. Avec Covid, c'est d'ici le protocole. Donc, comme c'est avec Covid, donc il sera enterré. D'ailleurs, c'est un musulman, d'ailleurs, vous savez, leur tradition. Donc, ça ne dure pas. Bon, donc, il s'en est allé, mais il a écrit une partie, au moins 8 ans, je crois 8 ans, 9 ans, 8 ans. Au moins, il a écrit une partie. On ne peut pas enlever la durée de son pouvoir. Là, on ne peut pas l'enlever de l'histoire du Tchad. Bon, donc, je crois que aujourd'hui, même si on fait de lui dictateur, mais qui a fait de lui dictateur? C'est les Occidentaux. On appelle dictateur. C'est nous, tout en Afrique, quand quelqu'un m'a dit que c'est un dictateur. En Europe, il n'y a pas de dictateur. Même on vous dira que Mussolini n'a pas été. Si c'était en Afrique, on allait dire que c'est un dictateur. Hitler non plus. Vous voyez, en Afrique. Les Français chantent Napoléon comme un héros. Bien sûr, justement. Alors que tout le monde sait que c'est un génocidaire. Justement. Vous voyez, Napoléon, vous voyez un peu la situation qui a tué beaucoup en Haïti et autres. Donc, quand on remonte à l'histoire, donc voilà un peu comment ça se passe, c'est l'injustice du monde par rapport à l'Afrique. De toutes les façons, il s'en est allé, comme on le dit, que la terre lui soit légère, quoi qu'il en soit. Allez, on va s'intéresser. Pas trop de quoi là, mais 40 000 morts. 40 000 ce n'est pas. Ouais, c'est vrai. J'ai suivi un documentaire sur cela avec Luc Body de. Ça veut dire que. De l'Amnesty International. Ça fait 8 ans. Ça veut dire que par an, 5 000. Il fait 5 000 personnes. Ce qui fait déjà génocide, c'est déjà massacre. Hein? C'est déjà un massacre. Bon, non, donc, ces chiffres-là, c'est des chiffres occidentaux. Ouais, c'est vrai. Je ne voudrais pas dire qu'il essaie, mais ces chiffres-là, c'est quand même. Ce sont des chiffres qui peuvent être montés. C'est comme les centaines de cadavres trouvés à la plage de Lomé. Quand on veut vous amener à La Haye, surtout, comme Laurent Gbagbo, mais le chiffre, on va le monter de tout. Vous vous rappelez des cadavres retrouvés à la plage de Lomé autant d'il y a des morts. Oui, bien sûr, je me rappelle. On parle de centaines de cadavres que personne n'a vu. Donc voilà un peu l'histoire, donc c'est ça. C'est aussi l'histoire. On va aussi s'intéresser au Sahel. D'où viennent les armes utilisées par les groupes armés au Sahel? Une étude publiée ce mardi 24 août par l'ONG Amnesty International révèle que la branche sahélienne du groupe islamiste ainsi que les UNIM liés à Al-Qaïda utilisent des armes de fabrication européenne et notamment serbes. Amnesty International pointe aussi leurs utilisations par des milices pro-gouvernementales et évoque des circuits illégaux d'armement de ces groupes. Finalement, ça inquiète. Pasteur, vous avez la parole. Quand Amnesty pointe aussi les Européens, notamment les Serbes, cela prouve que ces groupes sont finalement alimentés par les Occidentaux. Non, c'est un secret de polichinelle. Cette enquête est venue tard dans un monde qui est déjà trop vieux. Cette enquête-là, ce rapport, c'était connu de tout le monde. Enquête incomplète. Non, moi je ne veux même pas juger l'enquête. Pour moi, l'enquête est venue. Ce n'est pas une surprise. Non, c'est ce qu'il le dit. À maintes reprises. Non, on l'a toujours dit, on le dit, même tout le monde connaît. Les armes viennent d'où? Si c'est aujourd'hui que l'amnistie savait depuis. L'amnistie savait depuis d'où venaient les armes qui circulent dans le Sahel et autres. Les armes qui circulent ne viennent pas d'Achan-Sichema, ne viennent pas de Djolo. Les armes qui circulent viennent de l'Occident.
la France, Serbie, tout ça là, comme la cité. Donc, aujourd'hui, c'est... Ça, je dis que c'est incomplet parce que c'est Serbie seul. On veut citer les Balkans. Non, on a parlé... Non, quand tu approfondis, on voit quand même les pays occidentaux tels que la France et autres. Hein. Donc, c'est dire que... Mais on a seulement mis en exergue la Serbie. Mais on connaît d'où viennent les armes. Qui sont ceux qui ravitaillaient. Que c'est un État presque sans défense. Hein. Oui, la Serbie. Oui, la Serbie, oui. Oui, la Serbie, vous citez la Serbie. La Serbie sert à quoi dans l'espace de l'Union européenne? Bon, donc c'est pas grand-chose. Donc il faut rendre, il faut prendre comme un bouc émissaire. Serbie comme un bouc. Tout le monde sait que les armes qui circulent, qui tuent. D'ailleurs, on a nommé les différents types d'armes dans le rapport. Ça, on ne peut l'avoir que dans les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, quelles seront les réactions des Occidentaux par rapport à ça? Bon, c'est dire que même ils savaient déjà ce qu'ils sont en train de faire, et c'est nous qui sommes souvent, nous qui sommes toujours victimes de l'usage de ces armes. Et ce que ça détruit. Hein, au Mali, au Burkina, vous avez vu les attaques ces derniers temps? Les attaques sont récurrentes. Les attaques meurtrières, 50 morts, 60 morts au Burkina, au Mali et au Niger. C'est dommage. S'il faut tout le temps fabriquer les armes pour ne tuer que ceux qui sont faibles, je crois que l'injustice est criarde de la part des Occidentaux. Vous avez parlé de ces armes, des M70. Des mitrailleuses, hein, des mitrailleuses. Hein. Des M92. Oui, des mitrailleuses. Oui. Finalement, on envoie tout ça là pour tuer les Africains. Ouais, on vient aussi comme si nous sommes des animaux. Un soutien aux Africains. Vous vous rappelez de la déclaration d'Assimi Goïta que nous avions lue ici concernant la progression de l'armée malienne qui était stoppée à Kidal par l'armée française. Par l'armée d'occupation. Ouais. Et l'armée d'occupation est devenu un royaume dans un pays qui est dirigé, où les dirigeants de ce pays, de ce grand pays, quand ils veulent se rendre dans cette ville, il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation, payer des rançons avant d'aller. Bon, on les a bloqués. On a fait venir les groupes de rébellion qui étaient repoussés. Les groupes protégés par l'armée française. On a fourni des armes. Alors, est-ce que c'est des Serbes qui avaient opéré? Est-ce que Assimi Goïta a mis en cause les Serbes? Non. C'est des Français, il a mis la France en cause. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, ceux qui protègent ces rebelles-là, c'est des Français. Sont connus. Alors, il y a des rapports, d'autres rapports qui parlaient des armes qui étaient parachutées. On prenait des hélicos, on prenait les drones, on prenait les hélicoptères de combat pour venir parachuter des transports de troupes et autres, pour venir parachuter dans le camp, oui. Et puis les rebelles, dans la zone des rebelles, prenaient. Les rebelles récupèrent cela, vous voyez. Donc, que ce soit des armes serbes et autres, ce ne sont pas les Croates, les Serbes, tous ceux qui sont du Balkan, là. Ce n'est pas eux qui opèrent dans le Sahel. Ce n'est pas eux qui transmettent, qui transportent. Hein. Ceux qui le font. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vois que l'amnistie a fait un travail biaisé, un travail tendancieux. On a voulu atteindre un objectif bien précis. Ce travail n'a pas été complet. Hein? Sinon, on a peur de remettre en cause la France. Sinon, Amici a continué. Amici rappelle que la France, la Slovaquie et la République tchèque exportent aussi des armes au Sahel. Exportent aussi. Vous avez vu la légèreté? Vous avez vu un peu la légèreté de la France? Un plan secondaire. Oui, bien sûr. Vous avez vu la légèreté aussi. Alors que c'est les principaux, les principaux fournisseurs. Hein? Mais on fait ça de façon accessoire. Hein? On fait ça de façon... aussi comme si ce n'était pas important. Comme si ce n'était pas important. Même si on sait... Même s'il y a un lien, vous l'avez vu, il y a une certaine légèreté dans cette phrase, dans ce rapport. C'est dit quand même que, qu'on le veuille ou pas, jusqu'au jour, à l'heure où nous parlons, le Sahel est toujours occupé par les Occidentaux, notamment la France. Et l'incursion russe ne plaît pas à la France, qui estime qu'il y a un concurrent de taille
qui viendra donc peut-être partager le gâteau du Sahel avec elle. Donc, ce rapport, c'est vrai quand même qu'en allant aux origines des armes utilisées, je le disais plus haut, que cette enquête est dans le monde est déjà trop vieux. Parce que tout le monde sait que les armes qui sont utilisées dans le Sahel venaient de pays occidentaux, notamment de la France et autres. Donc, est-ce que la France semblerait être mise en cause dans cette... Non, la France même savait depuis. Pourquoi pas même, peut-être que la France veut voiler aujourd'hui cette tendance anti-française pour demander, je ne dis pas pour demander peut-être qu'un rapport, pour demander qu'on fasse un rapport, pour demander qu'on fasse un rapport. On met devant, la Serbie, la Slovaquie. La Slovaquie et dire que, bon, vous voyez, la France, vous voyez le rôle que nous jouons, c'est le rôle secondaire. Nous sommes allés au secours. Comme c'est les Serbes, là, nous sommes allés, c'est pour défendre les pays africains, c'est pour défendre les pays sahéliens. Donc vous voyez un peu cette hypocrisie de l'Occident et notamment de la France. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une découverte. On ne peut pas dire qu'on a découvert aussi. Le pot rose a été découvert aujourd'hui. C'est longtemps, on le savait depuis. Ça ne fait que confirmer ce que nous disons. Nous disons toujours sur ce plateau que la France est l'instigatrice de tout ce qui se passe, tout ce qui va mal dans le Sahel. La France en est vraiment responsable. On retrouve aussi des trafics, une faiblesse des contrôles et des dons d'armes. Ces dons viennent d'où? Les trafics. Comment cela se fait, Dimas? C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Les réseaux. Dimas, je te coupe la parole. Vous vous rappelez de ce mercenaire en Centrafrique? Ce mercenaire d'armes là, ce mercenaire là. Il était au Mali. Il a été attrapé. Un ancien des forces spéciales françaises qui s'est mis en journaliste. Et en diplomate. Et quand il le faut comme ça, leurs valises sont pleines d'armes. Puis c'est des diplomates. Vous allez faire quoi? Vous allez fouiller? Et on fait rentrer les armes. Et ils opèrent. Ah bah bien sûr, ils opèrent. Non, mais c'est dommage. Hein? C'est dommage pour ce monde où on parle de la justice, on parle de la fraternité, on parle de l'égalité, mais ailleurs, on fait autre chose. C'est dommage. C'est-à-dire que vous alimentez la guerre en Afrique. Et vous parlez de la fraternité. Et vous vous étonnez que les gens vous envahissent sur votre territoire. Oui, naturellement. Voilà. Vous provoquez des réfugiés. Vous provoquez des réfugiés. Le pays de quelqu'un, vous voulez qu'il reste dans le feu? Hein? Ils seront envahis, qu'ils veuillent ou pas. Et donc, c'est la conséquence directe. On a direct. C'est direct. La conséquence directe, peut-être, c'est le peuple qui est attaqué. Ils créent la misère sur nos territoires et ne veulent pas que les gens se déplacent. Au-delà. Non seulement ils créent la misère, mais ils viennent exploiter encore, ils viennent exploiter nos ressources. Du désir naturel inné de voyager. Pour tout le mais monde. La misère fait partie aussi des principales c'est des causes de l'immigration. Oui. Oui, et ces misères sont créées, entretenues de façon artificielle. Les guerres sont des causes, sont des causes ramasser les ressources de nos sous-sols. Et donc, ils créent des guerres, ils créent des maladies, ils fabriquent dans les labos des virus pour venir et jeter dans des animaux et autres, sachant pertinemment que nous aimons les animaux de brousse. Oui. Et quand nous les consommons, c'est Ebola, c'est autre. Vous voyez, non? Alors, ça, malheureusement. Quelles conséquences véritablement ce rapport peut avoir? Oh non. Ça ne va rien donner. Absolument rien. Et qui va agir? Même qui va agir contre ce rapport? Les Nations Unies? Vous voulez que les Nations Unies, les Nations Unies c'est quoi? La France c'est quoi? Les Nations Unies c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les Nations Unies et la France? Au fait, c'est les Nations Unies qui, en principe, devaient se saisir de ce rapport pour dire quelque chose. Mais les Nations Unies, c'est la France. Ce rapport n'a défoncé qu'une porte ouverte. Ouverte, comme je le disais. Tout le monde sait que c'est ça. Personne. C'est rien du nouveau. Il n'y a rien du nouveau sous le soleil. Donc là, Amnesty aussi veut remuer un peu les choses. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Aucune suite ne sera donnée à ce rapport. Aucune suite. C'est nous les Africains, en principe au moins. Les pays africains, l'Union africaine, au moins pour dire, avec ce rapport, c'est ce que nous disons. Ben, France, la France se dit être partenaire de l'Afrique. Mais la France qui est citée dans ce rapport. C'est la France qui est citée dans ce rapport comme étant l'origine des armes utilisées dans le Sahel. À quelle fin?
Mais qui va lever son petit doigt pour parler de qui? Peut-être un pays anglophone. Peut-être un pays anglophone, mais les pays francophones, il n'y en a pas. Pourquoi ils se taisent? C'est parce qu'ils savent pertinemment qu'après, on rend ton pays ingouvernable. Voilà. Si tu le fais. Et devant ce rapport, est-ce qu'on peut dire, Dimas Dikodo, que l'Union africaine existe véritablement? Il y a d'autres fins. Oui, il y a d'autres... sur des terrains où nous attendons l'Union africaine. Elle n'est pas là. Mais oui, c'est une... Vous la voyez sur d'autres terrains? Oui. Non, là où... À partir du moment où les chefs d'État se réunissent et décident d'un certain nombre de choses... Ça, c'est des réunions ordinaires. Des réunions ordinaires, des rencontres ordinaires. Les points de vue sur un certain nombre de choses. C'est le cas, par exemple. Voilà, vous voyez. Au niveau des transports, au niveau des... Bon, oui, donc il y a... Interne à l'Afrique. Voilà. Juste pas à l'interne, interne à l'Afrique. Entre eux, c'est comme l'intercommunalisation. Et quand il s'agit du monde, on ne voit pas l'Afrique. Quand il s'agit du monde, de parler où l'Afrique doit oser sa voix, l'Afrique doit faire entendre sa voix, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc, c'est comme si... Pourtant, l'Afrique fait partie de plus de 35 millions de kilomètres carrés. Ce n'est rien. Le plus grand continent. Oui, le plus grand continent. Pardon? Pourtant, on n'existe pas. Moi, je dis que l'Union africaine n'existe que de nom. Que de nom pendant longtemps. Vous relativisez. C'est un plan. Ah oui. Ça fait pitié. Mais il faut comprendre nos dirigeants. Pour le moment, le rapport n'est pas en notre faveur. Il viendra quand? Ils répondent. Il viendra quand? Il faut créer ça. Il faut créer. Mais justement, il faut créer. Il faut savoir. Et c'est avec l'audace qu'on crée. C'est avec l'audace. C'est la force qu'on crée, l'audace. Pour le moment, vous savez, il y a pour pouvoir renverser le cours de l'histoire, les conditions viennent naturellement. Si vous voulez créer ça de façon isolée, on vous élimine. Et on en a assez des héros morts. Sankara a levé la tête, on l'a liquidé. Et bien avant lui, tous ceux qui ont essayé de lever la tête, ça a dû 60 ans. C'est 60 ans quand même. Mort, 60 ans, ce n'est pas trop. Pour l'histoire d'un peuple, 60 ans, c'est comme 60 jours. Et Sankara, ce n'est pas 60 ans. Les gens ont pris des siècles pour être là où ils sont maintenant. Et donc, non, c'est parce que pas trop pressé. Non, parce qu'il n'y a aucun signal. Essayons de construire des conditions, aller un peu. Il y aura une génération qui aura la possibilité de renverser la tendance. L'histoire, le développement, les révolutions sont cycliques. Qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur de cette... Si ça arrive, tout le monde saura. Ça arrive, tout le monde saura. Pendant longtemps, l'Afrique a régenté le monde de la façon dont nous voyons. C'est que l'histoire, on ne veut pas faire transparaître l'histoire. L'Afrique blanche n'existait pas. L'Afrique blanche, c'est nos esclaves, excusez-moi. C'est les esclaves que, au niveau de l'Égypte, on allait pour déporter, c'est eux qui construisaient les pyramides pour nous. Que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, on les déportait pour les amener chez nous. Même dans la Bible, on a vu que les Égyptiens ont passé l'esclavage là-bas. Les Israéliens étaient restés en esclavage pendant 400 ans. Hein? Ça veut dire que c'est une réalité. L'Afrique blanche, quand ils ne se comportent pas comme des Africains, quand ils ne se sentent pas comme des Africains, en réalité, ils ne sont pas jamais sentis parce qu'ils ne sont pas des Africains d'origine. L'Afrique n'a jamais été une terre blanche. C'est que l'histoire en est autrement. C'est ça. L'histoire en est autrement. C'est nos esclaves qu'on a déportés pour venir construire l'Égypte à l'époque. Et c'était la civilisation égyptienne. Avec la civilisation égyptienne. On menait des expéditions. Quand je vois des croisades, des gens qui nous parlaient de l'esclavage mené par les Arabes, les Portugais, ils ont détruit toutes nos sources. Ils ont détruit. Maintenant, là, si nous voulons réellement aller à l'école de notre histoire, il faut revisiter les hiéroglyphes. Il faut revisiter les hiéroglyphes pour voir de quoi est-ce qu'il parlait. Et savoir réécrire l'histoire de l'Afrique. Ils ont tout détruit avant de partir. Oui, parce même que... les sphinx là,
qui restaient. Ils ont détruit les nez, ils ont cassé les nez pour qu'on ne sache pas que les pharaons, que ça symbolisait, sont des noirs avec des nez épatés que les nôtres là. Parce qu'ils avaient réécrit l'histoire pour nous faire croire que les pharaons étaient des blancs, étaient des hommes à la peau blanche. C'est faux. C'est des noirs. Quand on dit nègre, tout ça là, ben, c'est les négus. Ça vient du mot négus qui étaient des rois au moment où les Occidentaux accédaient par quoi. Et donc, actuellement, quand on dit aux gens qu'ils sont des nègres, ils se fâchent, d'autres font même de viande. Ouais, moi je suis nègre. Ça vient du dérivé négus. Et le négus, oui, c'est vrai quand même, quand on dit nègre, ça a une consolation. Non, mais c'est parce que les gens, ils ont tout fait pour transformer les choses comme ça dans nos mentalités. Et Bob Marley dit, emancipate yourself from mental slavery. C'est nous-mêmes. Hein? Personne à part nous-mêmes ne peut nous libérer de notre mentalité pour pouvoir recréer l'histoire. C'est nous. Hein? Et les Africains doivent savoir que, regardez tout récemment, les Anglais disent que leur ancêtre est noir. Et ils clament ça. Ils ont découvert un homme à la peau noire. Et tout le monde sait que ce soit l'homme de Grimaldi, que ce soit... Ben, c'est des noirs. Hein? C'est tout à fait normal. Oui. Oui. Donc, et maintenant, tous les enseignements vont dans le sens pour dire que l'Éden où vivaient Adam et Ève était en Afrique. L'Éden était en Afrique. L'Afrique était tout. Les Africains et sur ce point, justement, c'est que on ne veut pas nous dire tout ce qui peut être de l'Afrique est toujours mal interprété et surtout effacé. Ouais. Effacé. Et du coup, tout ce qui est mal nous est réservé. Et tout ce qui est bien, ça vient de l'Occident. Et nous-mêmes sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique. C'est ce qui est triste. Ils ont formaté les esprits dans ce sens. Pour dire que tout ce qui vient de l'Occident, c'est ce qui est bon. Moi, je vous assure, en Afrique, il y a eu des épidémies, en tout cas des maladies, pires que la COVID-19. Pire. Mais les Africains les ont affrontés, ces maladies-là. Ah, c'est difficile. On va marquer la pause pour le journal et on revient après avec Dimas Dikodo et Pasteur Edo Komi.